Je vais parler aujourd'hui d'une nouvelle fenêtre sur l'univers. Depuis l'âge de Newton et Galileo, on a utilisé les télescopes optiques, les télescopes de rayons X, de rayons gamma, radio pour observer l'univers. Et comme vous avez vu hier, il y avait un âge qui s'appelle l'âge sombre, où nous pensons qu'il y avait la formation des premières étoiles. Mais malheureusement, à cause de fractions et de fusion avec la matière, c'est impossible de voir la naissance et l'évolution des premières étoiles, les étoiles qui s'appellent population 3. Moi, je vais parler d'un nouvel domaine qui s'appelle le domaine des ondes gravitationnelles. Et c'est un domaine qui a vraiment commencé il y a 20 ans. Nous sommes en train de faire les premières expériences avec l'idée dans le prochain 10 à 20 ans d'avoir des missions spatiales pour regarder les ondes gravitationnelles. Alors, hier, il y avait des présentations sur la formation des galaxies, la formation des étoiles. Moi, je regarde plus vers la fin de vie des galaxies et des étoiles, où il y a les émissions des ondes gravitationnelles. Et je vais parler de trois sujets en particulier. Les objets compacts, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons, les naines blanches, les formations de trous noirs supermassifs, et finalement les ondes gravitationnelles et l'implication pour l'astronomie et l'astrophysique avec les ondes gravitationnelles. On commence avec l'évolution stellaire. Comme nous avons vu hier, il y avait une contraction gravitationnelle d'une concentration de matière dans les nuages d'hydrogène moléculaire. Et il faut que nous avons quelque chose pour arrêter cette contraction gravitationnelle. Et ça, c'est la fusion nucléaire. Quand la température du noyau d'une étoile est à 10 à puissance 7 Kelvin, il y a la fusion d'hydrogène à hélium, et ça donne une pression contre la gravité, et maintenant nous avons une étoile stable. Mais il y a seulement une certaine quantité de fuel dans une étoile. Par exemple, notre Soleil, avec une naissance il y a 5 milliards d'années, il reste peut-être 5 milliards d'années de fuel. Après, il y a un manque d'hydrogène pour créer le hélium. Pour la production de fusion nucléaire, il y avait le cycle proton-proton ou le cycle CNO, carbone, nitrogène, oxygène. Mais pour une étoile comme notre Soleil, ce n'est pas assez massif pour brûler hélium. Et ça va finir sa jour dans un état très violent. Parce qu'après un certain temps, le noyau commence à contracter. Et il y a un effondrement et un réchauffement des couches externes. Et il y a des formations de carbone et oxygène et nitrogène dans le noyau. Mais parce qu'il y avait une contraction, il y a l'effondrement des couches extérieures. Et quand les densités augmentent dans les couches extérieures, il y a des nouvelles phases de création de hélium. Mais à cette pointe, c'est la formation d'un géant rouge. Et dans la figure à droite, il y a la première étape d'un géant rouge avec une couche de hydrogène et il y a de l'hélium à l'intérieur. Maintenant, le Soleil est la même taille que l'orbite de Mercure. Après, comme je dis, il n'y a pas suffisamment de masse dans le Soleil pour brûler le carbone. Alors pour le noyau, l'étape finale, c'est un noyau de carbone. Mais parce qu'il y a une contraction, il y a des oscillations dans l'étoile. Parce qu'il y a des couches qui commencent à brûler. Après, il y a un manque de fuel. Il y a une contraction de nouveau. Il y a un commencement de fusion. Et il y a des oscillations qui agrandirent dans l'étoile. Et nous avons maintenant une étoile qui est plus grande que l'orbite de la Terre. Alors dans 5,5 milliards d'années, il ne sera pas une Terre,
ni Vénus, ni Mercure. Il sert un seul géant rouge à le centre du système solaire et toutes les planètes extérieures. Mais comme j'ai dit, l'étoile c'est maintenant complètement instable. Il y a des oscillations dedans. Et quand les oscillations agrandissent, il y a une explosion qui s'appelle une nébuleuse planétaire. Et nous avons beaucoup de preuves de nébuleuses planétaires. Ils sont très jolis, mais les choses qui est commune avec toutes les nébuleuses planétaires, c'est au centre, il reste un objet très compact. OK? Et cet objet s'appelle une naine blanche. C'est quelque chose avec une masse de plus d'une demi-masse solaire, mais avec une taille, la même taille que la Terre. La densité à l'intérieur d'une naine blanche, c'est 1 milliard de kilogrammes par mètre cube. C'est 10 000 fois plus que la densité du Soleil. Et la densité de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Alors c'est 100 000 fois plus grand que la densité de l'eau. Maintenant, nous avons une étoile avec 2 couches d'hydrogène, une atmosphère en fait, d'hydrogène et d'hélium, avec un épais de 50 km, et le reste c'est une mixture de carbone et oxygène. Les températures à la surface, c'est 10 000 Kelvin, qui est 10 fois plus chaud que la température du Soleil. Mais dans le noyau, la température c'est exactement le même que la température du Soleil, c'est 10 millions Kelvin. Alors ça, c'est une des possibilités pour un objet compact. Mais on a commencé avec une étoile de moyenne masse. Je vais expliquer pourquoi la naine blanche existe. Parce que, comme j'ai dit, il y a toujours un bataille entre la pression de radiation et la gravité. Et nous sommes dans une situation où il y a un manque de fuel dans le noyau. En fait, il n'y a pas une pression de radiation. Il y a une contraction à cause de la gravité. Et il faut que nous avons quelque chose pour arrêter la contraction gravitationnelle. Et c'est dans la mécanique quantique que nous avons quelque chose qui donne la pression pour arrêter la contraction gravitationnelle. Dans la mécanique quantique, c'est impossible de mettre 2 particules avec le même spin dans le même état quantique. C'est le principe d'exclusion de Wolfgang Pauli. Et c'est cette pression, cette impossibilité de la mécanique quantique qui arrête la contraction gravitationnelle et qui donne une pression pour arrêter la contraction gravitationnelle. Avec un gaz normal, la pression c'est toujours proportionnel à la température. Mais dans la mécanique quantique, c'est proportionnel à la densité. Il n'y a pas une relation avec la température. Et ici, parce que je vais montrer dans quelques instants qu'il y a aussi la même dégénérescence avec les neutrons. Et il y a aussi une pression de matière dégénérée, et avec le remplacement ici de la masse d'électrons avec la masse de neutrons. Il y a une relation entre la taille et la masse d'une naine blanche. C'est une relation inverse. Et on peut voir ici que le plus grand la masse, le plus petit la taille de naine blanche. Mais la pression des électrons dégénérés, ça marche seulement si le noyau est moins qu'une certaine taille. Parce que plus grand que ça, la gravité c'est plus fort que la pression dégénérée. Et ça s'appelle la masse de Chandrasekhar. C'est quelque chose qui est très important parce que peut-être vous pouvez voir que c'est en fonction des constants fondamentaux, complètement. Il n'y a presque aucune autre relation. Ici, il y a un facteur, c'est le nombre de particules dans un volume, mais à part de ça, c'est seulement en fonction des constants fondamentaux. Et la masse de Chandrasekhar, c'est 1,4 masse solaire. C'est-à-dire que si le noyau
si le naine blanche est plus massif que 1,4 masse solaire, il y a trop de matière pour arrêter la contraction gravitationnelle avec des électrons dégénérés. Alors, si nous avons des étoiles plus grandes que notre Soleil, les étoiles à 10 masses solaires et plus grandes que ça, on a vu hier que c'est possible de créer tous les éléments jusqu'à le fer. Mais c'est la même chose qu'on arrive avec un noyau de fer. Pour brûler le fer, en fait, nous avons besoin de mettre de l'énergie dans le système. Mais on traite l'étoile comme un système isolé. Et il y a de masse dans l'étoile, mais c'est tout. Quand on arrive avec un noyau de fer, il n'y a pas la possibilité de mettre de l'énergie dans le système à l'extérieur. Et le noyau reste avec un noyau de fer sans la masse suffisante pour commencer à brûler fer. À cette pointe-là, la pression des électrons dégénérés est trop faible pour arrêter la contraction gravitationnelle de noyau. Et nous avons quelque chose qui s'appelle une supernova. Et avec une supernova, il y a une contraction à une vitesse de 70 000 km par seconde dans le noyau à cause de la gravité. Parce que il y a une limite avec la vitesse de la lumière, ça prend du temps pour les couches extérieures de savoir que le noyau a commencé d'effondrer. Et à cause de ça, il y a un petit trou entre le noyau et toutes les autres couches extérieures. Quand le signal arrive à la surface que le noyau a commencé de contracter, ça commence aussi de contracter, aussi à 70 millions de kilomètres par seconde. La gravité pousse tous les électrons dans l'atome, dans le noyau nucléaire. Et maintenant, nous avons une combinaison entre les protons et les électrons en conversion aux neutrons. Et parce qu'il y a moins d'espace, parce qu'il y a moins de particules, il y a une contraction violente du noyau. Et on arrive dans un point où, en place de la pression à cause des électrons dégénérés, nous avons une situation maintenant où la gravité essaie de pousser des neutrons dans le même état nucléaire, quantique. Et comme je dis, à cause encore le principe de Pauli, ça c'est impossible. Et le noyau arrête la contraction dans un état très violent. Et ça arrête immédiatement. Mais toutes les autres couches extérieures continuent de tomber à 70 000 km par seconde. Et ils se réverbèrent contre le noyau. Et il y a effectivement une explosion vers l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment une explosion, c'est seulement un gros mouvement de matière vers l'extérieur. Mais quand le noyau commence quand ça arrête de contracter, il y a une grande émission de particules qui s'appelle neutrinos. Et nous pensons aujourd'hui que, en fait, c'est cette grande émission de neutrinos qui réchauffe les couches extérieures, qui partage une vélocité et l'énergie avec les couches extérieures. Et en fait, c'est cette expulsion de neutrinos qui est le facteur important pour un supernova. Et il y a une explosion presque thermonucléaire et ça laisse quelque chose au centre de l'étoile qui s'appelle une étoile à neutrons, qui est maintenant un objet compact avec une température à la surface de 100 milliards Kelvin. Et nous avons beaucoup de jolies photos des supernovas, mais la chose qui est plus importante, parce que c'est un événement très violent, et cette émission de photons et des neutrinos, parfois, le supernova, comme ici et ici, peut être plus brillant que la galaxie. Et c'est à cause de cette luminosité que c'est facile de trouver les supernovas dans l'espace. Avec des télescopes avec beaucoup plus de résolution, nous pouvons prendre des photos de
des émissions de supernova. Et ici, c'est le pulsar de Crabbe, qui a été vu par les Chinois dans le Xe siècle. Alors, pour une étoile de neutrons, le masse, c'est entre 1,35 et 2 masses solaires. Encore, il y a un masse de Chandrasekhar aussi pour les étoiles à neutrons. Il y a une masse maximum. Mais maintenant, nous avons quelque chose qui est presque 2 fois la masse du Soleil dans un rayon de 12 km. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est aussi massif que le Soleil à Paris. Le rayon de Paris, c'est 11 km. Okay? Une étoile à neutrons, c'est un peu plus grand que Paris, mais avec une masse de 2 masses solaires. La densité à l'intérieur, c'est 10 à puissance 17 kg par mètre cube. C'est 10 à 14 fois la densité solaire. Comme je dis, la température à l'intérieur, c'est 100 milliards Kelvin, avec une rotation entre 1 milliseconde et 30 secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant, mais aussi facile de comprendre. Imagine, par exemple, il y a quelqu'un qui fait le patinage. Ils sont en train de tourner dans le patinoire avec les bras comme ça. Ils tournent à une certaine vitesse. Mais quand ils prennent les bras comme ça, il y a toujours une conservation de moment angulaire et la personne tourne plus vite. C'est le même principe avec des étoiles à neutrons. On a commencé avec une grande étoile, avec un certain point, qui tourne à une certaine vitesse. Maintenant, il y a presque la même masse, mais dans un diamètre beaucoup plus petit, et avec la conservation de moment angulaire, ça tourne vachement plus vite qu'au début. Et normalement, c'est entre 1000 et 10 000 fois plus vite que l'étoile de naissance. Une autre chose qui est importante avec les étoiles à neutrons, c'est la gravité, la force de gravité aux surfaces. Nous savons que sur la surface de la Terre, la force de gravité, c'est presque 10 mètres par seconde carré. Sur une étoile à neutrons, c'est 1 trillion mètres par seconde carré. C'est 100 milliards plus fort que la gravité sur la surface de la Terre. Et la vitesse de la libération pour la Terre, pour lancer un fusil ou quelque chose comme ça, c'est 11 km par seconde. Pour une étoile à neutrons, la vitesse de libération, c'est 1/3 de la vitesse lumière. Ça, c'est 100 000 km par seconde, juste pour échapper à la surface d'une étoile à neutrons. Et c'est toujours une grande question dans la physique moderne. Il y a quoi à l'intérieur d'une étoile à neutrons? Nous sommes presque sûrs qu'il y a une croûte de fer de peut-être un demi-kilomètre. Ensuite, il y a un manteau de neutrons superfluides, mais aussi les protons et des électrons. Ensuite de ça, il y a des neutrons et des protons superfluides avec un mélange des électrons. Mais dans le noyau, nous ne savons pas. Nous n'avons pas les physiques aujourd'hui pour donner une bonne description de la matière à une densité de 10 à 17 kg par mètre cube. Parfois aussi, il y a un grand champ magnétique associé avec un nouveau étoile à neutrons. Et il y a une émission de radiation comme un phare. Et quand nous pouvons détecter les émissions de radiation, on s'appelle un pulsar. Mais si le noyau est plus grand que 3 masses solaires, c'est impossible pour ni les électrons ni les neutrons dégénérés pour donner une pression contre la gravité. Et la seule possibilité, c'est d'avoir un trou noir. Parce que maintenant, nous avons quelque chose avec 3, 4, 5 masses solaires dans une sphère de taille de 18 à 25 km. Et la seule option, c'est un trou noir.
Un trou noir, c'est quelque chose en même temps très simple, mais très complexe. C'est très simple parce que la description d'un trou noir, c'est il y a un horizon d'événements et il y a une singularité. C'est très facile. La complexité, c'est que quand il y a un trou noir qui tourne, il y a une déformation de l'espace-temps autour du trou noir. Et pour une particule qui fait une orbite autour du trou noir, c'est difficile aujourd'hui de calculer la trajectoire de l'orbite parce que nous ne savons pas vraiment la déformation de l'espace-temps. C'est un problème très complexe. Et dans la gravité de Newton, l'espace était tout seul, c'était complètement plat. Il y avait un temps universel. Et s'il y avait un photon dans une trajectoire, ça continue dans une ligne droite seulement s'il y a une force qui change la direction du photon. Dans les années, dans le début du XXe siècle, il y avait Albert Einstein qui a formulé la théorie de la relativité générale. Et maintenant, en place de espace et un temps universel, il y a une nouvelle structure qui s'appelle espace-temps. Et dans l'espace-temps, la gravité, c'est comme une surface. Et s'il y a un photon dans une trajectoire, ça suit le chemin le plus court entre deux points. Mais s'il y a une grande masse dans l'espace-temps, comme un trou noir, la déformation de l'espace-temps peut aussi changer la trajectoire d'un photon ou une particule ou quelque chose comme ça. Ici, il y a l'horizon d'événements, et si quelque chose entre dans l'horizon, c'est impossible de réchapper. Et ici, c'est un diagramme de l'espace-temps. Maintenant, ici, nous avons un espace très loin d'un trou noir. Ici, il y a l'horizon d'événements, et ici, il y a l'intérieur du trou noir. Si nous sommes loin de le trou noir, les photons et les particules peuvent aller dans toutes les directions en espace. Plus près du trou noir, il y a une petite déformation de l'espace-temps et il peut aussi voyager libre, mais il y a un peu de déformation vers le trou noir. Mais à l'intérieur du trou noir, c'est impossible pour la lumière et les particules de la matière d'échapper du trou noir. Et la raison, c'est parce que à l'horizon de l'environnement, la vitesse de libération égale la vitesse lumière. Alors pour rester dans le même point en espace-temps, à l'horizon de l'événement, il faut qu'on voyage à la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qui est un résultat de la relativité générale, mais c'est aussi très facile de le montrer avec la physique classique. Avec la conservation d'énergie, nous avons l'énergie cinétique et le potentiel. Et on trouve la solution pour le rayon ici, avec l'hypothèse que la vélocité de libération égale la vitesse de la lumière. Et nous avons le rayon de Schwarzschild qui est cette quantité ici. Si c'était possible de créer un trou noir avec le Soleil, le rayon de Schwarzschild pour le Soleil, c'est 3 km. C'est-à-dire qu'on a pris le Soleil et on a fait une contraction gravitationnelle jusqu'à 3 km. Et maintenant, toute la masse est à l'intérieur de 3 km. C'est impossible pour la lumière d'échapper de cet objet dans l'espace et nous avons un trou noir. Je pense pour la Terre, si c'était possible de créer un trou noir avec la Terre, le rayon de Schwarzschild, c'est 1 mm. Maintenant, je vais parler de la formation des trous noirs supermassifs. J'ai parlé de la formation des objets compacts, mais avec des masses stellaires. Nous savons qu'il existe dans l'univers des gros objets avec masse de plusieurs millions, milliards de masses solaires, qui s'appellent les trous noirs supermassifs. Et comme vous avez vu hier, il y a quelque chose qui s'appelle le décalage vers le rouge. Et la chose qui est
important pour nous, c'est que nous sommes ici à z égale 0, avec un âge de l'univers de 13,7 milliards d'années. Et nous pensons que la première étoile était formée dans cette époque ici, où l'âge de l'univers c'était 200 millions, 300 millions d'années. Et aujourd'hui, l'objet le plus lointain qui a été détecté avec des télescopes électromagnétiques, c'est à z égale 8, où l'âge de l'univers c'était presque 1 milliard d'années. Mais nous voulons détecter des premières étoiles, des premières galaxies dans cet âge sombre. Et le modèle aujourd'hui, c'est que au début, il y avait des petites galaxies avec des petits trous noirs. Il y avait des collisions entre des galaxies. Il y avait une coalescence des trous noirs au centre de chaque galaxie. Et tous les trous noirs ont grandi dans cette façon jusqu'à aujourd'hui où nous avons des trous noirs supermassifs. C'est bon, sauf qu'on a appris hier qu'il existe des quasars à z égale 7 avec une masse de 2 milliards de masse solaire. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun modèle qui explique pourquoi quelque chose comme ça existe aussitôt que ça. Notre modèle, il y a deux possibilités pour la formation de trous noirs supermassifs. Ils s'appellent des seeds. Le premier, c'est qu'il y avait les premières étoiles qui avaient des masses de 100 à 150 masses solaires avec une duration de vie de peut-être 1 million, 2 millions d'années. Et après, ça a laissé des trous noirs avec des masses de peut-être entre 10 et 100 masses solaires. Mais ça a commencé à z égale 18, quand l'âge de l'univers c'était 200 millions d'années. Mais nous n'avons aucune preuve pour l'existence des étoiles de population 3, parce que c'était dans l'âge sombre. Ici, c'est les résultats d'une simulation numérique. Et vous pouvez voir que la concentration des masses, c'est entre 100 et 1000 masses solaires pour la masse de trous noirs supermassifs, ou massifs à 7 points. Et parce qu'il y a l'expansion de l'univers, il y a moins de coalescence de galaxies aujourd'hui qu'il y a plusieurs milliards d'années. Alors c'est difficile de comprendre comment, avec des masses de 100 ou 1000 masses solaires, que nous pouvons créer des objets avec des masses de plusieurs millions, plusieurs milliards de masses solaires. L'autre option, c'est s'il y a des bonnes conditions à le centre d'une protogalaxie, ça peut effondrer directement dans un trou noir. Et ça, c'est quelque chose qui commence plus tard dans l'univers, à z égale 11. Et maintenant, l'âge de l'univers, c'est 450 à 500 millions d'années. Et c'est un meilleur modèle parce que les premiers sites sont plus grands. Quand il y a des coalescences entre les trous noirs supermassifs, ça peut grandir les objets vachement plus grands. Mais parce que ça commence plus tard, il y a encore moins de coalescence et c'est encore difficile de comprendre comment nous pouvons avoir plusieurs millions, plusieurs milliards. Aussi, il n'y a aucune preuve pour l'existence des effondrements directs de protogalaxies, parce que c'est aussi quelque chose qui ne donne pas beaucoup de lumière. La recherche pour les trous noirs supermassifs, c'est toujours quelque chose qui est très difficile, parce qu'on cherche quelque chose qui est noir dans le noir. Et tous les télescopes électromagnétiques cherchent pour quelque chose qui est très lumineux dans le noir. Alors c'est un problème fondamental. Mais nous avons beaucoup de preuves pour les premières étapes des coalescences des galaxies. Nous avons beaucoup de photos grâce à les télescopes comme Hubble.
Et je vais vous montrer une simulation numérique de la coalescence de deux galaxies. Mais parfois, le movie arrête parce que, et c'était quelque chose qui est seulement résultat de la simulation, mais parfois, il y a des configurations qui sont exactement les mêmes que les photos que nous avons des coalescences des galaxies. Et on commence avec deux galaxies spirales. Et la coalescence de galaxies, c'est quelque chose qui prend plusieurs millions d'années. Et comme je dis, c'est le résultat d'une simulation numérique. Et on peut voir qu'il y a une distorsion des deux galaxies. Normalement, il y a une galaxie qui est un peu plus massive que le deuxième. Et le premier garde sa forme plus que le deuxième. Mais on peut voir que c'est les étoiles à l'extérieur de la galaxie qui souffrent la disruption le plus intense. Maintenant, j'ai un deuxième, parce que ça, c'est qu'est-ce qui se passe à une grande échelle. On peut voir peut-être les déformations des noyaux des deux galaxies, mais pas les centres. Ici, nous commençons avec encore deux galaxies spirales. Et après plusieurs millions d'années, nous avons dans le centre de galaxie deux trous noirs supermassifs avec un disque de la matière qui s'appelle un disque d'accrétion. Et ça perd d'énergie parce qu'il y a une interaction avec les autres étoiles dans la galaxie au début. Quand la séparation est plus petite, il y a quelque chose qui en anglais qui s'appelle le loss cone. Et à cette pointe, les deux trous noirs sont comme un aspirateur. Toutes les choses, toutes les poussières, les étoiles qui sont entre les deux trous noirs supermassifs sont complètement éjectées du système. Et parce qu'il y a conservation d'énergie, ils prennent de l'énergie du système. Et à cause de ça, la distance entre les deux trous noirs est de plus en plus petite. Jusqu'à le point que nous avons la coalescence de deux trous noirs supermassifs. Il reste un nouveau trou noir au centre qui est exactement, au niveau de masse, c'est exactement la masse des deux trous noirs individuels. Et ça laisse aussi un disque d'accrétion. Il y a quelque chose qui manque dans cette vidéo, mais j'ai l'intention de retourner vers cette vidéo dans quelques instants. Maintenant, je vais parler des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont en prédiction de la théorie de la relativité générale. Et comme j'ai dit, les nouvelles choses dans la relativité générale, c'est en place d'espace et temps. Maintenant, nous avons espace-temps. Et on traite l'espace-temps comme un surface. Et tous les champs, comme les champs électromagnétiques, les champs de la force nucléaire, ils restent tous sur l'espace-temps. Toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies, ils restent aussi sur la surface de l'espace-temps. Et on peut penser des ondes gravitationnelles comme des oscillations ou des ondulations de l'espace-temps lui-même. C'est une bonne analogie, c'est si quelqu'un jette un caillou dans un lac. Il y a des ondulations sur la surface du lac. C'est presque la même chose avec les ondes gravitationnelles. Mais ils demandent des très grandes masses, parce que la gravité, c'est une force très faible. Le rapport entre la force électromagnétique et la force de la gravité, c'est presque 10 à 30. Alors la gravité, c'est très faible. Et pour détecter des ondes gravitationnelles, pour générer les ondes gravitationnelles,
il faut que nous avons des très grandes masses et des très grandes accélérations. Il y a des choses qui sont communes avec les photons, mais il y a des choses qui sont aussi différentes. Dans les deux théories, la force, ça obéit à une loi en carré inverse. La vitesse de propagation, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que nous savons que les photons voyagent avec la vitesse de lumière, mais aussi les ondes gravitationnelles. Dans les deux cas, il y a deux polarisations, mais avec les photons, la rotation entre les deux polarisations, c'est à 90 degrés. Avec les ondes gravitationnelles, c'est 45 degrés. Comme j'ai dit, on peut imaginer que le photon, c'est une oscillation dans le champ électromagnétique. Mais il y a aussi la matière, la poussière. À cause de ça, on peut disperser et diffracter les photons avec l'interaction avec la matière. Mais parce que les ondes gravitationnelles sont des oscillations de l'espace-temps lui-même, il n'y a presque rien au niveau de l'interaction avec la matière. Et il n'y a presque rien au niveau de fraction, de dispersion, de diffusion. Et ça, c'est une bonne chose pour nous parce que c'est-à-dire que, imagine qu'il y avait une coalescence de deux trous noirs massifs à z égale 15, comme un résultat de la coalescence des premières étoiles de population 3. Nous ne pouvons pas voir les photons parce qu'il y a trop de matière, il y a trop de diffraction, de diffusion, mais les ondes gravitationnelles, parce qu'elles sont des oscillations de l'espace-temps, voyagent entre la coalescence des trous noirs supermassifs à une époque très lointaine, jusqu'à nous, aujourd'hui, sommes presque rien perdu avec l'énergie, rien de déformation des ondes gravitationnelles. Alors, nous avons un signal très propre de la coalescence. Et si on peut imaginer qu'il y a un onde gravitationnelle qui voyage dans cette direction ici, voyage vers nous, et dans l'espace, nous avons des anneaux de particules. S'il n'y a pas des ondes gravitationnelles, en espace, les particules sont en chute libre, ils restent dans un anneau, mais avec le passage des ondes gravitationnelles, il y a une déformation de l'espace-temps avec les deux polarisations, qu'on s'appelle la polarisation plus et quoi. Et c'est cette déformation de l'espace-temps qui change la distance entre les particules dans l'anneau. Et on peut utiliser le même principe pour détecter des ondes gravitationnelles. Alors, les sources des ondes gravitationnelles, le plus important pour nous, c'est des systèmes binaires comme les naines blanches, des étoiles à neutrons, des trous noirs supermassifs et stellaires. La création de l'univers lui-même peut générer une émission des ondes gravitationnelles parce que c'était quelque chose qui était très violent. Aussi, au début de l'univers, il y avait des défauts comme les cordes cosmiques et parfois, comme un corde, il y a une interaction avec deux sections de cordes et il y a un sursaut des ondes gravitationnelles. Il y a aussi des neutrons stars isolés qui s'appellent les pulsars. Et s'il y a une asymétrie dans la surface du pulsar, il y a aussi une émission des ondes gravitationnelles. Et les supernovas, ils ne sont pas propres. Parfois, il y a une explosion au début dans une seule direction et après dans toutes les autres directions. Et cette asymétrie dans les supernovas peut aussi générer des ondes gravitationnelles. Les systèmes de binaires sont très importants parce que l'évolution d'une étoile dans un système binaire, c'est très, très différent que l'évolution d'une étoile isolée. On peut imaginer ici, c'est difficile de voir l'arrière, mais imagine qu'il y a un trou noir supermassif, il y a une naine blanche qui tombe vers le trou noir supermassif, mais à cause de la force de gravité du trou noir supermassif, il y a une disruption complète de la naine blanche. Et le résultat, c'est une explosion thermonucléaire. On peut aussi imaginer que nous avons une étoile normale, et autour de l'étoile, il y a une naine blanche ou une étoile à neutrons. Et parce qu'ils sont dans un système de binaire, la gravité, c'est plus fort côté l'objet compact que côté l'étoile.
il y a un échange de la matière entre l'étoile et le système compact. Et si c'est quelque chose qui est très lent, il y a des matières qui agrandissent sur la surface d'une naine blanche ou sur la surface de l'étoile à neutrons. Ça chauffe, il y a une explosion thermonucléaire. Ça s'appelle un nova dans le cas d'une naine blanche ou un burster dans le cas d'une étoile à neutrons. Mais si l'échange est très vite, il n'y a pas de temps pour la fusion thermonucléaire sur la surface de l'objet compact. Et maintenant, nous avons quelque chose qui agrandit très vite. Et ça peut changer la masse de l'objet compact et ça peut convertir une naine blanche à une étoile à neutrons ou une étoile à neutrons à un trou noir. Parce que maintenant, on a surpassé la masse de Chandrasekhar. Il y a une compactification nouveau et notre naine blanche est maintenant plus petite, c'est une étoile à neutrons. Si c'est une étoile à neutrons et si ça dépasse la masse de Chandrasekhar, la seule option, c'est un trou noir. À droite ici, c'est un système bien connu, c'est le système de Cygnus X1. C'était la première détection d'un trou noir. C'est un système où il y a un géant bleu avec un trou noir comme compagnon. Et l'échange de matière entre le géant bleu et le trou noir a créé un disque d'accrétion. Et c'est la matière qui tombe dans les orbites plus en plus petites vers le trou noir. Mais quand la matière approche le trou noir, ça chauffe et ça arrive à un point où il y a une émission de rayons X. Et c'était avec le télescope de rayons X qu'on a trouvé en premier les preuves c'est une preuve indirecte pour l'existence des trous noirs. Alors, très vite, on va retourner sur notre système. À un certain point, le procès dominant pour le lance spirale des deux trous noirs supermassifs, c'est l'émission des ondes gravitationnelles. Et après la coalescence, il y a une distorsion de l'espace-temps parce que le trou noir continue de tourner. Mais maintenant, la déformation, c'est l'émission des ondes gravitationnelles. Le prochain, c'est une simulation numérique des gens à le centre de l'espace de Goddard, de NASA. Et c'est une simulation numérique de coalescence de deux trous noirs. Les structures en jaune et en blanc, ce n'est pas des ondes gravitationnelles, c'est des structures mathématiques dans la simulation. Mais maintenant, nous sommes loin du système et on peut voir les premières émissions des ondes gravitationnelles. Et il y a une spirale et maintenant il y a une coalescence et une grande émission des ondes gravitationnelles. Et finalement, il reste un seul trou noir qui bouge comme ça, qu'il y a une petite émission des ondes gravitationnelles, mais c'était le rouge qu'on cherche dans l'espace. Nous avons une preuve indirecte pour l'existence des ondes gravitationnelles. Il y avait le Hulse-Taylor Binary Pulsar. Et ils ont passé une vingtaine des ans, on regarde un système binaire avec deux pulsars. Et ils ont regardé les changements de période de rotation. Et pendant 20 ans, ils ont pris les données et ils ont regardé s'il y avait un fit entre le changement de période de rotation et les prédictions pour le changement de période de rotation dans la relativité générale à cause de l'émission des ondes gravitationnelles. Et ils ont trouvé qu'il y a un fit parfait entre les données et l'expectation de la relativité générale. Et maintenant, nous avons au moins de 15 autres systèmes où nous avons mesuré le changement de période et on a fait la comparaison avec la prédiction de la relativité générale. Et dans chaque cas, le changement de période est exactement l'expectation avec les émissions des ondes gravitationnelles dans le système. Pour la détection des ondes gravitationnelles, nous utilisons des interféromètres, mais des interféromètres énormes. Et c'est un interféromètre normal, sauf la taille. Il y a le laser qui entre ici, c'est divisé en deux.
Ici, il y a un miroir qui renvoie le laser vers le centre. Et ici, nous avons un photodiode sur le pattern de diffraction. S'il n'y a pas un onde gravitationnelle, le photodiode reste sur l'anneau noir de le pattern de diffraction. Mais imagine que nous avons une situation où il n'y a pas une polarisation quoi, il y a seulement la polarisation plus qui approche l'interféromètre directement dans l'eau. Ça peut changer la distance entre les miroirs parce qu'il y a une déformation de l'espace-temps. Mais cette déformation, c'est au niveau de picomètre. Mais ça change au photodiode la quantité de lumière qui entre dans le photodiode. Et c'est à cause de ça que nous avons besoin d'avoir des bras de plusieurs kilomètres ou quelque chose comme ça. Actuellement, nous avons 4 interféromètres terrestres qui recherchent les ondes gravitationnelles. Ils ont arrêté maintenant parce que ils sont en train d'améliorer les détecteurs pour la deuxième génération de détection. Il y a 2 aux États-Unis qui s'appellent LIGO, un dans l'État de Washington et un dans l'État de Louisiana, avec une longueur de bras de 4 km. Il y a un en Allemagne, c'est un projet anglo-allemand, avec une longueur de bras de 600 mètres, mais c'est un détecteur qui a été utilisé pour tester les technologies. Il n'y a aucune chance pour vraiment détecter des ondes gravitationnelles. Ici à Pise, il y a un projet franco-italien qui s'appelle Virgo, avec une longueur de bras de 3 km. Et pour l'avenir, il y a la proposition d'un projet cryogénique au Japon. Il y a une proposition pour un projet souterrain européen avec une longueur de bras de 10 km. Et il y a une discussion de mettre un détecteur dans l'hémisphère du Sud. Et maintenant, il y a des discussions avec les Australiens et aussi avec les Indiens pour trouver le meilleur endroit. Mais pour nous, à l'APC, une des choses qui est plus importante, c'est un projet spatial qui s'appelle ELISA. Mais au début, il y a quelque chose qui s'appelle LISA Pathfinder pour tester la technologie pour la mission ELISA. Et nous avons un satellite avec 2 masses de test à l'intérieur. Et les masses suivent un géodésique en chute libre autour du Soleil. Et s'il y a un onde gravitationnelle qui passe normalement avec les test masses, ça change la distance entre les deux. Mais pour LISA Pathfinder, nous n'avons pas l'intention de détecter des ondes gravitationnelles. C'est seulement pour tester que les banques d'optique marchent, qu'on peut protéger des masses de toutes les forces extérieures, comme le champ magnétique de la Terre, le Soleil, le vent solaire, et plus important, le satellite lui-même. Parce qu'à l'intérieur, les 2 test masses, comme je dis, sont en chute libre, mais il y a des forces sur le satellite. Il y a le vent solaire qui pousse le satellite. Alors, il y a des thrusters qui bougent le satellite pour garder la distance entre l'intérieur du satellite et les masses de test. Et la date de lancement, c'est prévu à 2014-2015. Et après, il y a une mission qui, dans le passé, s'appelait LISA. C'était un projet joint entre la NASA et ESA. Mais à cause de la crise économique, la NASA a dit au mois de mars cette année qu'elle ne peut pas suivre le programme que ESA. Et ESA a décidé de faire un projet européen tout seul. Et c'est un projet où maintenant nous avons 3 satellites avec une longueur de bras entre les satellites de 1 million de kilomètres. Et ça marche comme un interféromètre normal. Et notre source la plus importante, c'est encore des trous noirs supermassifs, les naines blanches, des cordes cosmiques et peut-être, si nous avons un peu de chance, le fond stochastique cosmologique. Nous avons l'expectation d'avoir au moins de 4000 sources par an, avec une date de lancement en 2022-2025. Pourquoi
nous avons besoin d'avoir des interféromètres très grands. L'amplitude d'un onde gravitationnelle, c'est donné par la nature. Et normalement, son dimension, c'est 10 à moins 21. La distorsion, cette distorsion d'anneau à l'interféromètre, c'est donné par la distorsion sur la longueur de bras. Et parce que nous avons l'intention de mesurer une déformation de 20 picomètres avec ELISA, ça demande que nous avons une longueur de bras de au moins de 1 million de kilomètres. Pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes? À droite ici, c'est l'émission de deux polarisations par l'onde spirale de deux trous noirs supermassifs. Aujourd'hui, avec les télescopes optiques, quand on fait une estimation de la distance lumineuse entre nous et l'objet, il y a une erreur dans cette estimation d'entre 30 et 70%. Dans l'univers proche, c'est mieux que ça, c'est à 10 à 15%. Mais lointain, à z égale 1, z égale 2, c'est entre 30 et 70%. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour vraiment améliorer cette figure. Un supernova, comme je dis, c'est quelque chose de très violent. Et la luminosité dans l'émission d'un supernova, c'est 10 à 14 fois la lumineuse solaire. Mais en onde gravitationnelle, pas en photon, mais en onde gravitationnelle, la coalescence de deux trous noirs supermassifs peut libérer 10 à 26 lumineuses solaires. Alors, elles sont des émissions les plus fortes dans l'univers. Et parce que l'amplitude des ondes gravitationnelles sont à proportion de l'inverse de la distance lumineuse, si nous pouvons mesurer l'amplitude avec une grande précision, nous pouvons aussi mesurer la distance lumineuse avec une grande précision. Et nous avons l'expectation de mesurer la distance lumineuse avec une précision moins de 10%. C'est la seule méthode pour regarder dans la phase de l'univers sombre, de mesurer la distance lumineuse et pour dire quelque chose sur les objets lointains de nous. Et je peux prendre des questions pendant le movie. C'est seulement quelque chose pour dire qu'avec les télescopes optiques, on peut voir seulement l'extérieur des galaxies. Mais à l'intérieur, il y a peut-être des trous noirs. Avec les disques d'accrétion, il y a des matières qui tombent dans le trou noir. Mais sans les ondes gravitationnelles, c'est impossible de dire quelque chose sur la physique à l'intérieur d'une galaxie. Et plus important, les galaxies plus lointaines à z égale 10, à égale 15. Alors le lien entre l'astrophysique et la cosmologie, c'est les ondes gravitationnelles. Merci. On va prendre 10 minutes pour des questions. Merci. Donc bonjour. Dans la présentation, à un moment, vous avez dit que dans ce qu'on espérait détecter, il y avait un fond, quelque chose cosmologique. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Stochastique, je crois, quelque chose comme ça. En fait, il y a plusieurs. Chaque fois dans le passé, quand il y avait une coalescence d'un trou noir massif, il y avait une émission des ondes gravitationnelles. Mais c'est trop faible de faire une résolution individuelle de cet événement. Et parce qu'il y avait beaucoup, il y a un fond des ondes gravitationnelles émis par les coalescences des trous noirs petits et massifs. En même temps, après la création de l'univers, il y avait aussi une grande émission des ondes gravitationnelles. Mais parce que c'était une émission partout dans l'espace-temps, ce n'est pas possible de dire que c'était ici ou c'était ici parce que c'était complètement autour de nous. Et ça, c'est aussi un autre fond des ondes gravitationnelles qui est plus cosmologique que le fond de trous noirs. Et peut-être aussi les défauts comme le cordes cosmique. Il y a aussi des émissions des ondes gravitationnelles. Mais si elles ne sont pas assez fortes pour
détecter les émissions individuellement. C'est un autre fond stochastique des ondes gravitationnelles. Mais il y a aussi Pierre qui est un expert dans les fonds stochastiques. Non, mais je crois que la question était vraiment sur le fond d'ondes gravitationnelles primordiales, parce que par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis hier, effectivement, ce qu'on appelle le Graal de la cosmologie, c'est identifier les ondes gravitationnelles qui viennent de juste après le Big Bang. Je crois que c'était peut-être ça la question. Non. Mais en tout cas, c'est ça dont on a parlé hier, dont vous a parlé Ken Ganga. C'est effectivement, juste après le Big Bang, il y a une phase d'expansion très violente de l'univers qu'on appelle l'inflation. Et cette phase-là a laissé des traces sous forme, comme c'est une explosion de l'univers, une expansion très violente. Donc, tout phénomène violent crée des ondes gravitationnelles. Et ça, on appelle ça le Graal de la cosmologie, parce que vous avez vu hier que les photons vous donnent des informations à 400 000 ans après le Big Bang. Là, ça vous donne des informations à une fraction de fraction de seconde, enfin je ne sais plus, 10 moins je ne sais plus combien de secondes après le Big Bang. Donc c'est là où on pourra tester nos théories du Big Bang, c'est le jour où on verra ça. Alors c'est pas clair qu'on le verra avec Elisa, Oui. Mais le but ultime, c'est de voir ça qui vient juste après le Big Bang, qui pourra tester nos théories du Big Bang. Ouais. Alors il y a une autre façon de le voir, c'est que s'il y a ce fond d'onde qui a été créé de façon très primordiale, ceci va interagir avec le fond de photons du fond cosmologique et le polariser. Donc, en étudiant la polarisation du fond cosmologique, c'est ça qu'expliquait hier tout à la fin Ken Ganga. À ce moment-là, on essaye et on va essayer. Alors ça, c'est beaucoup plus, comment dire, dans les, je sais pas, 10 ans qui viennent, il y a Planck qui va essayer de mesurer la polarisation du fond cosmologique. Il y a des expériences au sol qui vont essayer de mesurer la polarisation du fond cosmologique. Les sources astrophysiques polarisent le fond cosmologique, mais il y a des, disons, signatures de polarisation qui nous indiqueraient qu'à ce moment-là, c'est dû à des ondes gravitationnelles primordiales. Donc il y a tout un effort énorme sur cette question-là, puisque ça serait le signe qu'à ce moment-là, on a détecté ces ondes gravitationnelles primordiales. Oui, j'enchaîne. Alors, j'ai 4 petites questions, rapidement. Alors, en physique des particules, quand on construit un accélérateur, c'est pour détecter une particule. Donc, il est designé pour ça. C'est-à-dire, on sait exactement l'énergie qu'il faut. Oui. Et effectivement, l'histoire de la physique des accélérateurs a montré que il faut telle énergie et tel accélérateur a découvert telle particule. Ici, on savait à l'avance que Virgo ne détecterait pas d'ondes gravitationnelles. Alors, quel était le but du... Non, ça peut détecter des ondes gravitationnelles qui viennent des systèmes solaires. Avec les masses stellaires. Par exemple, juste avant la coalescence de 2 trous noirs de 10 masses solaires chacun, la fréquence, c'est à 200-300 Hz. Pour les 2 étoiles à neutrons, c'est à 2 kHz. Et les détecteurs comme Virgo et LIGO marchent entre 20 Hz et plusieurs kHz. Je n'avais pas de temps de dire, mais pour regarder des autres sources, le plus grand la masse, le plus petit la fréquence. Mais avec les détecteurs terrestres, à moins de 20 Hz, nous avons un problème avec le champ de gravitation local. Il y a le mouvement des plaques tectoniques, le mouvement des gens, de la circulation des avions. Le bruit thermique. Qui change toutes les choses. Alors c'est impossible pour les détecteurs terrestres de détecter des ondes gravitationnelles des sources de grande masse comme les trous noirs supermassifs. C'est à cause de ça que nous avons besoin d'aller en espace. Mais par contre, c'est impossible pour les détecteurs de l'espace à détecter la coalescence de 2 trous noirs, de 2 étoiles à neutrons.
En fait, pourquoi il n'y a pas un seul projet commun? Parce que ça coûte cher. Si chacun fait son détecteur dans son coin, Mais au niveau de la physique, c'est impossible d'avoir un seul projet commun. Parce qu'il y a cette gap entre 1 Hz et 20 Hz où les détecteurs spatiaux ne marchent pas et ni les détecteurs terrestres. je passe à la deuxième question. La conservation de l'énergie lors de l'émission des ondes gravitationnelles, comment elle se formule? Quelle énergie emporte l'onde gravitationnelle lorsqu'elle est... Il y a une séparation entre les deux corps. Il y a une vitesse de rotation. Il y a, je ne sais pas le mot en français, binding energy, énergie liaison. Et quand il y a une émission des ondes gravitationnelles, ça prend un peu de l'énergie de liaison, le système. Et après, la distance entre les deux corps, c'est plus petit. Et ça continue jusqu'à la coalescence. Lors de la coalescence des trous noirs, il y a des neutrinos qui sont émis? Non. Vous n'avez pas dit qu'il y a plein de neutrinos qui sont émis? Non, ça c'est dans un supernova. Supernova? Oui. Donc, est-ce qu'ils emportent du moment cinétique avec eux ou pas? Les neutrinos? Les neutrinos? Ouais. Oui, un peu. La vitesse de rotation finale pour une étoile à neutrons, ce n'est pas exactement si tu prends une étoile et tu fais la contraction gravitationnelle jusqu'à l'étoile à neutrons. Mais c'est 98%. Dernière question, les cordes cosmiques, qu'est-ce que c'est? CH? Il y avait, dans le début de l'univers, il y avait des transitions de phase, comme la transition entre gaz et l'eau et le gel. Et il y avait des transitions de phase dans le début de l'univers qui a créé à l'intersection des concentrations d'énergie qu'on s'appelle des corps cosmiques. Et cette interaction avec le corps cosmique lui-même, si un corps cosmique croise un autre point de le même corps cosmique, il y a l'émission des ondes gravitationnelles comme un phare.